continents ou des galaxies d'ailleurs. On ne sait même pas si c'est un continent parce que c'est ouvert, tellement ouvert. Et nous avons pour cette rencontre 3 intervenants. Je ne vais pas vous les présenter, ils sont connus au Maroc, mais le trait commun aux 3, c'est qu'ils ont une longue expérience de ces questions de la bioéthique. Ils ont fait partie de commissions, d'organisations, et ils ont œuvré dans ce domaine, ils ont écrit dans ce domaine. Donc on ne trouvera pas mieux au Maroc pour parler de ces questions-là, bioéthique, droits de l'homme, que les personnes que nous avons aujourd'hui avec nous. Et je commencerai par la première personne qui va intervenir parce qu'on va essayer d'articuler notre rencontre autour de 3 axes, si vous voulez. Le premier, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est la bioéthique. Quels sont les principes qui la fondent, les champs et les problématiques qu'elle traite, et aussi les acteurs et les disciplines qu'elle mobilise. Ali Ben Makhlouf avait coordonné tout un ouvrage sur bioéthique. Que faire de la bioéthique en quelque sorte? Une grande question. C'est le résultat d'une longue expérience, notamment dans la commission consultative nationale de la bioéthique en France. Et c'est lui qui a choisi de traiter de ce premier axe, répondre à la question qu'est-ce que c'est la bioéthique. On n'a pas encore attaqué le continent droit de l'homme, mais d'abord comprendre qu'est-ce que c'est la bioéthique. C'est Ali Tfadl. Merci. Merci, Si Mohamed. Oui, alors il est vrai que j'ai appartenu à 2 grands comités autour des questions de bioéthique, le comité consultatif national d'éthique en France pour les sciences de la vie et de la santé et le comité de déontologie et d'éthique de l'Institut de recherche pour le développement. Alors, pour ce premier axe dont je vais m'occuper et qui concerne les champs, les problèmes et les disciplines, je voudrais d'abord, rapidement en introduction, dire que les définitions sont satisfaisantes quand on s'attaque à des domaines comme les mathématiques et la logique, mais quand on est dans un domaine comme celui des sciences de la vie et de la santé, où il y a des questions ouvertes, il est très difficile de fixer une signification hors des usages continus et changeants. Première indication. Deuxième indication, c'est que dans le domaine de l'éthique, déjà en général, avant d'arriver à la bioéthique, on vise une chose, on en dit une autre. C'est-à-dire qu'il y a une inadéquation du langage qui est essentielle. Là encore, il n'y a pas l'adéquation entre le problème et sa solution. Il n'y a d'ailleurs pas de solution puisque les questions sont ouvertes. Et donc, il y a cette inadéquation d'expression ou de langage entre ce qui est visé et ce qui est exprimé. Et si on ne prend pas en compte cette inadéquation, on risque d'avoir une clôture dogmatique autour de ces questions. Maintenant, comment elle est née, la bioéthique? Premier point, dire ce qu'elle n'est pas. Ce n'est pas de l'éthique appliquée seulement, mais elle la suppose. L'éthique appliquée part de principes et cherche à les appliquer. Par exemple, le principe de bienfaisance, faire du bien, guérir les gens, les vacciner. En 100 ans, la vaccination a sauvé 1,5 milliard d'individus. Il faut quand même le dire, quand les gens commencent à douter aujourd'hui sur la vaccination, 1,5 milliard d'individus ont été sauvés par la vaccination. Ça, c'est le principe de bienfaisance et on essaie de voir comment il s'applique. Le principe de non-malfaisance, d'abord ne pas nuire. Le principe de justice, la répartition du budget de santé et bien sûr le principe d'autonomie, le consentement libre et éclairé. On doit vous demander votre consentement pour participer à une recherche et même pour votre soin, vous devez entrer dans un parcours de soins qui suppose votre consentement. Alors ça, c'est de l'éthique appliquée. On voit comment ces principes sont appliqués, comment on les hiérarchise. La bioéthique suppose cela, mais ne s'y réduit pas. Ce n'est pas non plus la pratique médicale au sens de l'éthique médicale. Parce que l'éthique médicale, c'est le raisonnement cas par cas ou le raisonnement par règle quand on a une cohorte d'individus qui devient significatif pour un essai clinique. Raisonnement par cas, raisonnement par règle, éthique médicale. Éthique appliquée, voir comment sont déclinés les principes. La bioéthique, elle est née d'un scandale. Elle n'est pas née comme les autres
d'une pratique, elle est née d'un scandale. Et le scandale, c'est quoi? Un double scandale. Un scandale d'instrumentalisation de l'humain par les nazis. On a fait des expériences sur les gens sans bien sûr leur demander leur consentement. Et donc, il y a eu le code de Nuremberg en 1947 qui a précisément mis en place toute une éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Et c'était l'émergence de la bioéthique. Premier point, contre l'instrumentalisation de l'humain, contre les discriminations sur tel ou tel groupe d'individus, en l'occurrence pour les nazis, les juifs et les homosexuels. Deuxième scandale qui a acté la naissance de la bioéthique, c'est que dans l'État de l'Alabama, une expérience de suivi d'Américains noirs illettrés, à partir de 1923, c'est de voir comment, dans un essai clinique, ils ne sont pas soignés par la syphilis, ils ont été intégrés dans un groupe placebo. 1923. Le problème, c'est que on a continué cet essai jusqu'en 1972, alors que la pénicilline existait à partir de 1945. Et donc de 45 à 72, on n'a pas administré de médicaments à des gens qui étaient précisément à même de pouvoir guérir de la syphilis. Donc, face à ces deux scandales énormes, l'un aux États-Unis et l'autre dans l'Allemagne nazie, s'est constituée une réflexion de bioéthique qui intègre l'éthique médicale, qui intègre l'éthique appliquée, mais qui va au-delà, parce qu'elle touche précisément aux droits de l'homme et à la non-discrimination, elle touche au croisement des disciplines génétique, gynécologie, obstétrique, sciences humaines, sciences sociales, et c'est de ce croisement qu'on essaye de donner en quelque sorte quelques recommandations dans ce que j'appellerais une éthique procédurale, non pas une éthique de déontologie seulement, non pas une éthique utilitariste seulement, mais une éthique procédurale, c'est-à-dire qui veille à ce que les partenaires engagés dans un parcours de soins donnent leur consentement, que les médecins agissent selon une collégialité qui leur fait discuter d'un cas complexe, et cette collégialité chez les médecins et ce consentement dans le parcours de soins fait précisément que l'on s'engage dans une éthique procédurale, de la procédure. J'ai commencé à dire que ce n'était pas la déontologie, ce n'était pas non plus l'utilitarisme. L'utilitarisme, c'est le rapport bénéfice-risque avec un calcul rationnel des dépenses, par exemple, de la santé publique. Mais le calcul rationnel peut n'être pas équitable. Vous pouvez précisément dire, bon, moi, pour la rationalité de mon hôpital, je n'ai pas besoin que les gens restent plus de 3 nuits, et puis je téléphone à mon collègue qui dirige l'autre hôpital et je lui envoie les malades, parce que plus le malade reste chez moi, moins je reçois des subventions de l'État. Donc il y a une rationalité qui peut n'être pas équitable parce que c'est aux dépens du patient. Donc ce n'est pas l'utilitarisme, l'éthique procédurale. Ce n'est pas non plus la déontologie du devoir, c'est-à-dire je ne mesure pas mon action aux conséquences comme dans l'utilitarisme, mais je la mesure à ce qu'elle est en elle-même, comme pouvait dire Kant, une éthique du devoir, vouloir c'est pas désirer, et cette bonne volonté, précisément, fait qu'on risque d'être complètement paralysé pour agir dans certains cas. Alors, ni utilitarisme, ni déontologie, mais procédure, éthique procédurale, avec des recommandations. Je vais vous donner quelques exemples d'avis de bioéthique qu'on avait pu rendre précisément au Comité consultatif national d'éthique, qui finissent toujours ces avis par des recommandations. Je vais prendre 3 exemples, des 3 avis que j'ai, moi, coordonnés. L'avis sur le don d'organes, dont j'ai pu parler à Sa Majesté lors d'une causerie religieuse, c'est que en France, notamment, mais ça commence au Maroc, le prélèvement post-mortem, en France, il est majoritaire. C'est d'abord sur des personnes accidentées, mortes, mais dont les organes sont en bonne santé, malheureusement souvent des gens jeunes. C'est
à partir de prélèvement de leurs organes. 90% des transplantations organiques en France sont faites à partir du prélèvement post-mortem. Maintenant, le prélèvement post-mortem pose des problèmes, c'est-à-dire qu'il y a, d'un point de vue éthique, des recommandations que nous avons faites claires, toujours respecter à la fois le temps du deuil dans la parole avec les proches et en même temps la difficulté, c'est un vrai dilemme, de maintenir le moment de la discussion avec les proches parce que les greffons ne peuvent pas être conservés longtemps. Et donc, on entre véritablement dans le champ de la bioéthique qui est fait de dilemmes. Deuxième grande question pour le don d'organes, qui greffer en premier? La priorisation dans la liste qui est gérée par l'Agence de biomédecine. Et troisième cas, bien séparer les moments de déclaration de constat de mort et les moments de transplantation pour qu'on ne dise pas qu'on a laissé mourir quelqu'un pour récupérer ses organes. Et donc on a bien dit qu'à l'hôpital, il fallait que les services de fin de vie et les services de transplantation soient complètement étanches. Voilà un type de recommandation. Pour l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, vous le savez, elle est faite pour le soin et la recherche. Maintenant, on voit le cerveau en évolution. On dit à une personne d'accomplir une certaine tâche, on la met dans un IRM, et puis, selon la mobilisation, selon la tâche accomplie, elle mobilise certaines régions du cerveau. Eh bien, le législateur en France a décidé en 2011 d'élargir l'usage de l'IRM au domaine judiciaire. C'est-à-dire qu'un avocat peut maintenant demander pour son patient qu'il puisse brandir son IRM pour le disculper ou pour l'accuser plus, pour dire que l'IRM a détecté le mensonge, etc. Et nous, au comité d'éthique, on a donné une recommandation claire, c'est que l'IRM ne peut être étendu au champ judiciaire que pour les dommages avérés objectifs. Une personne accidentée, mais pas pour la détection du mensonge, mais pas pour des abus de droit susceptibles d'intervenir. Et troisième recommandation, c'est sur la neuroamélioration pour personnes non malades, les gens qui prennent des amphétamines, des psychostimulants. Nous avons mis en garde le législateur sur le fait que sur Internet, plein de dispositifs médicaux sont utilisés sans que précisément ils soient réglementés comme le sont les médicaments. Il n'y a pas une autorisation de mise sur le marché des dispositifs comme c'est le cas précisément pour les médicaments. Donc voilà le type d'éthique procédurale. Pour terminer, parce que je crois que mon temps est 2 minutes, très bien, je voulais insister que dans cette éthique médicale, ce qui compte, c'est les dilemmes. Non pas de s'intéresser à des questions qui ne posent pas de problème de frontières, mais il y a des problèmes de frontières. Par exemple, pour la neuroamélioration, à partir de quel moment on est dans la restauration de la santé ou on passe à l'amélioration de la santé. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent améliorer leur santé au-delà d'un problème pathologique. Et donc la frontière entre le pathologique et le normal est en train de passer entre le normal et l'optimal. Également, pour l'assistance médicale à la procréation, une femme de 40 ans qui n'est pas malade et qui voudrait des ovocytes, demande précisément à un centre de reproduction qu'on puisse lui fournir un ovocyte pour avoir la possibilité de tomber enceinte facilement. Et donc, il y a des cas non pathologiques qui s'invitent dans une médecine dite de convenance ou d'amélioration qui pose véritablement un problème de frontière. Et second problème de frontière pour les dilemmes, et je vais m'arrêter là, c'est justement dans ce problème d'assistance médicale à la procréation, à quel moment commence la vie? Maintenant, vous savez, on peut l'arrêter par la vitrification et par la cryoconservation des embryons. Qu'est-ce que c'est que faire usage d'un embryon 5, 6 ans, 7 ans après sa conception? C'est-à-dire que toutes les formes de dissociation entre la procréation et la sexualité posent véritablement des problèmes quant à ce qu'on entend par la vie. Voilà pour terminer sur ce premier axe. Vous voyez, le champ est pluriel. Les sciences humaines, les sciences sociales et la médecine s'invitent. La définition,
il vaut mieux garder une marge nationale d'appréciation pour faire des lois différentes selon les pays, parce que l'essentiel, c'est d'arriver à des convergences sur les différences et non pas une uniformisation. Et l'acte de naissance, bien retenir que ce sont des scandales qui ont permis la naissance de la bioéthique, et c'est ce qui la différencie de l'éthique appliquée et de l'éthique médicale. Merci infiniment, c'est Ali. Merci. C'est Ali Ben Makhlouf va revenir certainement lors des questions pour approfondir avec vous s'il y a des problématiques et des questions à approfondir. Maintenant, on passe au second axe. Et là, on va voir un peu les liens entre la bioéthique et les droits de l'homme, la dignité humaine, les normes internationales impliquant ces liens, et aussi les débats et réflexions, l'action des organismes internationaux, notamment l'UNESCO, et on ne trouvera pas mieux que Bennett Langzi, qui est le représentant de l'UNESCO. Il s'occupe surtout de sciences sociales et sciences humaines au bureau de l'UNESCO pour le Maghreb, à Rabat. Il a dirigé beaucoup d'ouvrages, notamment des manuels d'éducation et de formation et droits humains. Et depuis un certain temps, il mène une action de formation et aussi de sensibilisation et d'information sur les questions des bioéthiques. Merci beaucoup, Sijanjar. Merci au CNDH pour l'invitation. C'est un grand bonheur pour moi d'être avec vous ici aujourd'hui pour parler de bioéthique. Et ce sur quoi je voudrais focaliser mon intervention, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme 1948, dont nous célébrons aujourd'hui les 70e anniversaire, et puis la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme, adoptée par l'UNESCO en 2005. Donc vous avez vu qu'il y a à peu près 60 ans entre les deux grandes déclarations universelles, l'une sur les droits humains eux-mêmes, donc la déclaration mère, et la deuxième sur la bioéthique en particulier, mais ancrée toujours dans le paradigme des droits de l'homme. Alors pourquoi le faire? Pourquoi avoir une déclaration de bioéthique spécifiquement? Et pourquoi la ancrer surtout dans la philosophie des droits de l'homme? Je voudrais mettre un point sur... un premier point, c'est sur la question de la dignité. Je crois que la dimension principale de la bioéthique, comme Ali a pu le dire tout à l'heure, c'est comment rendre et sauvegarder la dignité de l'individu humain, malgré des situations difficiles, en l'occurrence des questions de santé et des questions de la vie et de la mort. Autrement dit, la vulnérabilité dans laquelle se trouve l'être humain. Comment nous devons gérer ces situations où l'être humain n'est plus présent totalement à lui-même, mais est dans une condition d'absence à lui-même, et donc d'être exposé aux faits et aux actes des autres qui s'imposent à lui. Donc c'est ça la question de la dignité, et aujourd'hui, je dirais que pourquoi la bioéthique, une déclaration internationale sur la bioéthique est nécessaire, c'est parce que la dignité de l'être humain est absolument infinie. Je veux dire par là que nous constatons aujourd'hui encore, chacune de nous, tous les jours, des situations où nous ressentons une situation d'indignité d'un être humain. Par exemple, nous ressentons ce sentiment d'indignité lorsque nous voyons les vieux parents abandonnés à eux-mêmes, par exemple. Alors au Maroc, nous avons encore la chance d'avoir une structure familiale qui permet de s'occuper de nos vieux parents. Mais dans certaines sociétés, les vieux parents sont laissés à eux-mêmes. Et donc, dans ce cas-là, nous voyons qu'il y a un risque de mise en danger, d'atteinte de la dignité de la personne qui est, en l'occurrence, la personne âgée. Une autre situation, par exemple, c'est des malades qui n'auraient pas accès aux soins. Et qui n'auraient pas accès aux soins, notamment en raison de leur situation économique. Ils n'ont pas d'argent pour s'offrir, en quelque sorte, les médicaments pour se soigner. Eh bien, nous constatons là encore une fois qu'il y a une atteinte à la dignité des êtres humains qui ne sont pas donc assistés dans leur maladie.
Mais je pourrais prendre également une autre situation que nous connaissons tous, quelquefois, c'est que quand nous rencontrons un médecin et quand la personne, le malade, le patient est par exemple analphabète, il est devant un médecin, et bien ce médecin-là est en quelque sorte un médecin roi. Il peut tout, il a un pouvoir quasi absolu sur l'autre personne qui est en face de lui. Et bien là aussi, il y a une situation où l'atteinte à la dignité de la personne peut arriver. Et donc vous voyez, la dignité de la personne est infinie et donc il faut mettre des balises, mettre des instruments internationaux pour cibler des situations en particulier où l'être humain est absent à lui-même. Un patient devant un médecin très puissant, eh bien, est en quelque sorte absent à lui-même et est exposé au pouvoir, à la puissance, à la pleine puissance de l'autre. Et donc, c'est pour ça que la Déclaration universelle de la bioéthique, eh bien, parle des droits de l'homme, des droits humains, dans des situations où les personnes sont en extrême vulnérabilité, ou même pas extrême vulnérabilité, mais en vulnérabilité, en situation de fragilité et nécessite une protection. Un deuxième point également qui est important à comprendre, c'est que la notion d'éthique eh bien, se pose là où la notion de la bonté n'est jamais épuisée, n'est jamais saturée. Je crois que quand une situation où la bonté, on estime qu'on est bon et que la bonté est saturée, eh bien, effectivement, on n'a plus besoin d'éthique. Et donc l'éthique se pose comme une exigence, une tension toujours inaccomplie, comme a pu le dire Ali tout à l'heure. On vise quelque chose et on dit autre chose. Eh bien, je dirais à ma façon que l'éthique est une exigence de bonté jamais atteinte. Et donc, il faut des déclarations pour essayer de pousser, d'appuyer, de soutenir cette tension vers le maximum de bonté dont l'être humain est capable. Et cette situation de limite, de notre capacité au bon, eh bien, se pose de manière très flagrante en situation de contradiction. Quand il y a une contradiction, un exemple très simple et très courant en bioéthique, c'est la question de l'avortement, par exemple. Que faire dans une situation avant de décider oui ou non d'avorter? Eh bien, vous voyez qu'il y a des contradictions, plein de contradictions qui se mettent en jeu et qui complexifient la décision. Eh bien, à ce moment-là, nous devons avoir une exigence sans avoir de définition préétablie, sans avoir de consignes préétablies. Nous devons essayer pousser le maximum vers la bonté sans nécessairement la connaître. Et donc l'éthique suppose la non-saturation de la notion du bon. Le dernier point que je voudrais faire sur cette base-là, c'est vous dire que je vais vous mettre à disposition quelques exemplaires de la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme. Et je voudrais saluer par la même occasion Nusra Guessous, qui a été membre de la commission internationale qui a rédigé cette déclaration avec l'UNESCO. Eh bien, vous verrez que cette déclaration-là donne quelques repères pour essayer, comme Ali dit, pour donner des recommandations, pour donner quelques repères de principes, pour essayer d'encadrer et de protéger la dignité humaine en cas de vulnérabilité, notamment en cas de vulnérabilité devant les sciences et la technologie qui se développent très rapidement. Vous trouverez par exemple un principe que Ali a cité, c'est le consentement libre et éclairé. Chaque individu doit donner son consentement de manière explicite, de manière libre et en connaissance de cause, avant que la médecine le prenne en charge, que ce soit en tant que patient ou en tant que quelqu'un qui se soumet à un essai clinique. Donc ça, c'est un des principes, par exemple, que vous retrouverez dans cette déclaration. Et ce principe-là, vous le voyez bien, est basé sur le principe de liberté et d'autonomie de la personne, qui est, comme vous le savez, le cœur même de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le deuxième principe que vous trouverez ici, c'est on dit que
le bien-être et la santé de l'individu humain doit avoir la primauté sur l'intérêt de la science. Alors ça peut paraître un peu contradictoire ici. Nous ne disons pas que la science ne doit pas faire des progrès et doit se développer, bien sûr, mais lorsque nous arrivons à des atteintes à la dignité et à la santé et au bien-être de la personne humaine, eh bien, c'est la santé de la personne, le bien-être de la personne qui doit primer sur l'intérêt de la science. Et donc c'est aussi un principe que vous retrouvez ici dans cette déclaration. En fin de compte, et je voudrais conclure par là, je voudrais dire que la Déclaration universelle de bioéthique et la question de bioéthique en général, eh bien, revient en quelque sorte à poser une question politique. Comment nous nous traitons les uns les autres? Et comment nous nous traitons les uns les autres, surtout dans des situations où nous nous retrouvons en vulnérabilité, en fragilité, dans une situation de détresse médicale, devant la mort. Eh bien, comment est-ce que chaque être humain, nous nous traitons les uns les autres? Comment l'État traite les êtres humains dans ces situations? Comment les pouvoirs publics prennent des décisions, prennent des dispositions pour protéger les êtres humains dans ces conditions? Et c'est ainsi que l'UNESCO est très heureux aujourd'hui, parce que c'est depuis à peu près 2 ans que nous ouvrons le chantier de débat public sur la bioéthique au Maroc, et aujourd'hui est un espace pour discuter effectivement de la bioéthique qui n'est parfois pas très bien comprise, pas très bien connue, et dont l'UNESCO pousse beaucoup à la délibération, au débat et à la discussion en public. La deuxième recommandation que l'UNESCO fait au Maroc et à tous les États membres, c'est de créer une instance pour permettre les délibérations structurées, interdisciplinaires et ouvertes sur les questions de bioéthique. C'est ainsi que nous recommandons au Maroc de créer un comité national de bioéthique dans lequel Ali, par exemple, a beaucoup travaillé dans le comité français, et qui est un comité qui doit être un comité ouvert, pluridisciplinaire, et qui doit émettre des recommandations, des avis pour des cas de bioéthique, afin que le pouvoir public puisse prendre des décisions en connaissance de cause et en prenant en compte les droits fondamentaux et la dignité humaine. Voilà donc un peu ce que je voulais développer avec vous, le lien très très profond et très logique entre les droits humains et la bioéthique que vous retrouverez donc dans cette déclaration que je vous recommande de parcourir. Merci beaucoup. Merci infiniment, Bennett, d'avoir rappelé quelques grands principes de cette déclaration de l'UNESCO, les expliciter, et aussi faire la transition avec la dernière intervention de Madame Nouzha Guessous, qui, elle, est professeure à la faculté de médecine. Comme il l'a rappelé, il a participé à différents moments de cette élaboration de la réflexion et aussi des déclarations de l'UNESCO, et qui a été jadis membre aussi du comité marocain de bioéthique et de questions médicales. Maintenant, la dernière question, il concerne les dimensions politiques et culturelles de la bioéthique. Comment réfléchir à partir d'un contexte qui est le contexte marocain, l'expérience marocaine, que Nouzha Guessous connaît parfaitement, sur ces problématiques de la bioéthique en rapport avec les droits de l'homme. Nouzha Guessous, à toi la parole, et merci infiniment pour ta présence. Merci beaucoup, Si Mohamed. C'est un réel plaisir pour moi d'être à cette tribune et d'avoir une occasion de débattre avec vous, si c'est possible, de questions de bioéthique, parce que réellement, au-delà du côté entre guillemets barbare que ça peut avoir, ce sont de véritables questions sociales qui sont soulevées par la bioéthique. Ce sont des véritables questions sociales. Et ce n'est pas un hasard que la bioéthique s'inscrive dans la philosophie des droits humains, parce
parce que comme l'a rappelé c'est Ali Ben Mkhlouf, les questions de bioéthique ont émergé, ont été formulées à partir de deux grands drames. C'est au-delà de scandales, c'était des grands drames, que ce soit celui justement de l'atteinte à la dignité des personnes et à leur autonomie dans les camps nazis pour des expérimentations médicales, ou que ce soit lors d'un protocole de recherche dont il vous a parlé aux États-Unis. Alors, ce que je voudrais ajouter par rapport, avant de parler justement des spécificités au Maroc, ce que je voudrais ajouter par rapport à ce qui a été dit par mes deux collègues qui m'ont précédé, c'est que la bioéthique traite de dilemmes. C'est vraiment de cela qu'il s'agit. Et ce sont des dilemmes qui se posent entre ce qu'il est possible de faire grâce aux technologies médicales en particulier et ce qu'il est souhaitable pour l'individu et pour la collectivité de faire. C'est-à-dire, on le sait tous, tout ce qui est faisable n'est pas nécessairement souhaitable. Et que l'éthique sans la recherche sans éthique ou la science sans éthique, c'est la mort de l'âme. Ça, c'est une citation qui est tout à fait connue. Bon, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui me paraît très importante et sur laquelle c'est Ali Ben Mkhlouf a aussi beaucoup insisté, c'est le fait que la bioéthique est un champ pluridisciplinaire. C'est un champ qui regroupe aussi bien la médecine, les sciences de la santé, que les sciences humaines et sociales, que le droit, et que la philosophie. Et donc, quand on parle de philosophie, on parle de culture aussi. C'est ce qui va nous amener à faire le pont avec justement la question de la bioéthique, vue sous l'angle des spécificités culturelles des sociétés dans lesquelles cette bioéthique va être mise en œuvre. Parce que, comme il l'a dit, ce n'est pas une série de recettes, c'est plutôt des questions. Il y a peut-être une question, mais il y a dans tous les cas de figure plusieurs réponses possibles. Donc, quelle est la réponse qui correspond le mieux au contexte dans lequel se pose cette question? Et donc, en parlant du fait que la bioéthique n'est ni de l'utilitarisme, ni un code de déontologie, parce que souvent on le confond. Moi-même, je suis prof de faculté de médecine. Et pendant des décennies, on considérait que la déontologie médicale était la bioéthique. Or, ce n'est pas ça. La déontologie médicale, c'est ce qui relie le médecin à des instances que sont le conseil de l'ordre entre particuliers. D'accord? Donc, ce n'est pas l'utilitarisme, ce n'est pas un code de déontologie, ce n'est pas la culture toute seule, ce n'est pas la religion. C'est un mix de tout cela, mais en même temps, la bioéthique, les dilemmes de bioéthique vont être source de réglementation et source de législation. Alors, Pénit a parlé de la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme, qui est certainement un pas important qui inscrit à l'échelon international la bioéthique dans le champ des droits humains et comme un des nouveaux espaces d'application ou de mise en œuvre des droits humains, à côté de celui dont on a parlé ces dernières années très souvent au Maroc, qui est celui des questions environnementales. Eh bien, c'est dans la même génération. On a eu la COP21 qui s'est déroulée à Marrakech. Donc, les droits environnementaux font partie justement de ces nouvelles générations de droits humains. Dans cette déclaration dont il faut rappeler que l'élaboration a respecter précisément ce pluralisme et cette pluridisciplinarité. C'est-à-dire qu'en fait, ont été impliqués dans la rédaction, dans la réflexion et la rédaction de cette déclaration, toutes sortes de spécialités et venant de toutes les régions et de toutes les cultures du monde. Et cela fait partie des règlements du système des Nations Unies auquel appartient l'UNESCO et auquel appartient le Comité international de bioéthique de l'UNESCO qui a donc élaboré cette déclaration. Et donc, la conscience du fait que la bioéthique, c'est le croisement de plusieurs chemins, a fait que c'est une déclaration et non pas une convention. C'est-à-dire qu'elle n'a pas de caractère obligatoire. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas de caractère obligatoire? C'est parce que chaque pays, chaque nation va la mettre en œuvre en fonction de ses particularités, en fonction de son contexte, en fonction des dispositions, des possibilités qui existent sur le plan de la santé et de la recherche biomédicale, et en fonction, bien entendu, des cultures et des croyances qui existent dans ce pays. C'est une déclaration de 15 principes dont beaucoup ont été abordés par Pénit et par Ali Ben Mkhlouf. Mais je voudrais insister sur deux articles de cette déclaration. Deux articles que sont l'article 26, qui parle, lui,
d'interdépendance et de complémentarité des principes. Vous avez, comme ça a été dit, le principe de dignité humaine, le principe de justice, le principe de liberté, le principe de bienfaisance, etc. Eh bien, cette déclaration, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit on ne peut pas hiérarchiser ces principes. Ils ont tous une valeur équivalente et ils doivent être tous pris en considération de manière globale. C'est une démarche que l'on trouve dans les droits humains qui sont un tout indivisible. Donc on la retrouve aussi dans la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de l'homme. Le deuxième article qui mérite d'être souligné, c'est l'article 12 qui parle du respect de la diversité culturelle et du pluralisme. Cette déclaration qui a été élaborée, comme je vous l'ai dit, en faisant appel à des spécialistes ou à des personnes qui réfléchissent ou à des institutions de tous les pays du monde, de toutes les cultures, a posé comme principe universel le respect de la diversité culturelle et du pluralisme. Mais elle a mis une condition. Le respect de la diversité culturelle et du pluralisme ne peut pas être invoqué pour aller à l'encontre des principes de droits humains. Je donne un exemple. Si dans une culture, je vais revenir à mon autre casquette, si une culture est une culture qui prône la discrimination à l'égard des femmes, on ne peut pas évoquer cette culture ou cette tradition de statut différent entre les femmes et les hommes pour aller à l'encontre du principe de l'égalité et du principe de l'autonomie et du principe de la dignité humaine. Donc c'est quelque chose qui est très très important. J'ai donné l'exemple en ce qui concerne par exemple les droits des femmes. Il a été question de l'avortement, il a été question de procréation médicalement assistée et j'y reviendrai par la suite dans les difficultés de mise en œuvre de ces principes dans des exemples particuliers. Donc je pense qu'il faut retenir ces deux articles qui sont extrêmement importants. Maintenant, qu'en est-il au Maroc? Quelle est la situation au Maroc? Cette même déclaration a défini les devoirs à différents niveaux. Il y a les devoirs à l'échelon international et cette déclaration est un des instruments qui servent à homogénéiser un petit peu l'approche des questions bioéthiques. Mais il y a aussi des responsabilités des États. Ces responsabilités des États, elles sont à plusieurs niveaux. Premier niveau, c'est d'abord de mettre en place un comité national pluridisciplinaire, pluraliste, qui lui doit se prononcer sur, non pas sur les cas de bioéthique, mais sur les problématiques de fond. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par le début de vie, qu'est-ce qu'on entend par la fin de vie. D'accord? Et donc, il va non pas dicter des lois, mais donner le cadre général dans lequel les réglementations et les lois devront s'inscrire. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore de comité national de bioéthique. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que même les réglementations n'ont commencé à être élaborées qu'il y a très peu de temps. La première loi concernant la bioéthique n'a vu le jour qu'en 1999. Et elle concerne le don et prélèvement d'organes. Elle a été ensuite modifiée en 2014 dans une clause particulière qui concerne le don et prélèvement d'organes chez l'enfant. Mais par exemple, alors que le Maroc est un pays, comme beaucoup de pays émergents, dans lesquels il y a de la recherche biomédicale. La recherche biomédicale, ce sont des compagnies internationales, pharmaceutiques internationales, qui viennent soit avec une nouvelle molécule, soit avec carrément des investigations de différents niveaux. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et qui ont besoin de volontaires participant à cette recherche. On le sait tous, les pays du Nord ont des réglementations qui sont tellement serrées et tellement dures que parfois, les pays dans lesquels il y a un vide juridique peuvent devenir des laboratoires où les individus sont utilisés comme des cobayes. Donc, il y a nécessité de protéger les participants aux recherches biomédicales et pour ça, il faut une loi. Eh bien, cette loi n'a vu le jour qu'en 2015. Maintenant, nous avons une loi, ce qui n'est pas la situation de la Tunisie. La Tunisie est beaucoup plus en avance que nous en matière de mise en œuvre ou en matière d'installation de structures et de lois qui protègent justement en matière de bioéthique. Donc l'exemple de la loi de protection des personnes qui sont
qui acceptent de faire partie de protocoles de recherche. Maintenant, nous en avons une. Si on a le temps, on pourra en parler du contenu. Troisième exemple, troisième chose qui revient à l'État, qui est du rôle, du devoir de l'État, donc constitution d'un comité national, proclamation de loi de protection des personnes, que ce soit pour la recherche ou que ce soit dans d'autres domaines, notamment la procréation médicalement assistée, notamment les dons et les prélèvements d'organes. Et puis il y a troisièmement ce devoir d'éducation et de formation à la bioéthique, et notamment la formation dans les universités, dans les collèges. Au Canada, ça commence au primaire. C'est la formation d'abord aux questions de bioéthique et ensuite la formation des professionnels. Mais pas seulement des professionnels des sciences de la santé, c'est aussi les psychologues, c'est aussi les éducateurs, c'est aussi les juges, etc., etc. Et là, on peut saluer et on doit saluer l'initiative qui a été prise par le bureau régional de l'UNESCO de Rabat, dont Pinit est un des responsables, qui a organisé il y a quelques semaines un cours destiné à des chercheurs ou à des enseignants de bioéthique pour justement mettre en place l'enseignement de la bioéthique. Alors, maintenant, quels sont les problèmes qui se posent au Maroc? Les problèmes de terrain en matière de bioéthique. Combien j'ai encore de temps? Combien? 2 minutes. Je crois que le premier problème bioéthique qui se pose encore actuellement, c'est d'abord celui de l'accès aux soins. L'accès aux soins dans l'égalité, et à des soins de qualité. On le sait très bien, la protection, l'assurance maladie, on sait comment fonctionne le RAMED, on sait comment fonctionne l'assurance médicale, on sait quel est le coût de plus en plus élevé des soins et donc on est loin d'une situation de couverture médicale suffisante pour toute la population. Sans oublier que dans cette même déclaration, il y a un article qui concerne la responsabilité sociale, dans lequel on parle du droit à la santé, mais dans ce droit à la santé, on inclut aussi le droit à l'éducation, le droit à un habitat salubre, le droit à l'eau potable, c'est-à-dire en fait tout un ensemble de droits économiques et sociaux qui garantissent la possibilité d'être en bonne santé. Donc premier problème, c'est l'accès aux soins, l'égalité et l'équité devant l'accès aux soins. Deuxième problème, il a été soulevé par mes collègues qui m'ont précédé, c'est le problème de respect de l'autonomie qui est posé notamment dans la question du consentement. Et là, on trouve réellement les intersections avec la culture. Alors, le consentement a été abordé dans le sens où depuis on peut le dire, les années 80, 70, 80, il y a eu une révolution dans la réflexion sur la relation médecin-patient. Et donc, on essaie de passer du paternalisme à un partenariat entre le médecin et le patient, avec un dialogue, avec une discussion et avec la prise en considération de la volonté du patient. Personne ne sait mieux que le patient ce qui lui convient de ce qui ne lui convient pas. Mais sur un plan beaucoup plus général, nous sommes aussi dans une culture où c'est souvent le consentement du groupe qui va prendre priorité sur le consentement de l'individu. Et je reviens à mon chapeau de défenseuse des droits des femmes. Souvent, ce sont les hommes qui prennent les décisions pour les femmes. D'accord? Et donc, là aussi, il se pose une question du consentement qui doit être proclamé dans quoi? Eh bien, dans une loi nationale de bioéthique. Nous n'en avons pas. C'est Ali est le mieux placé pour nous dire qu'en France, elle est en cours de révision et que c'est un enjeu politique majeur. Deux autres points pour terminer. La question des dons et prélèvements d'organes, on pourra y revenir. Il y a un projet de loi qui est en cours de discussion sur la procréation médicalement assistée. Et là, c'est un énorme champ. C'est un champ qui parle du début de la vie, quand est-ce que commence la vie, donc dans lequel nous avons besoin, encore une fois, de l'avis consultatif d'un comité national de bioéthique. Jusque-là, il faut savoir que cela fait plus de 30 ans que les techniques de procréation médicalement assistée sont utilisées au Maroc, mais sans aucun encadrement et sans aucune réglementation. On faisait confiance et on avait probablement raison à l'éthique du corps médical. Mais cela n'est pas suffisant, parce que les techniques de procréation médicalement assistée posent des problèmes de dignité de l'être humain, des problèmes de non-commercialisation. Et ça, c'est des choses qui doivent être réglementées en fonction du contexte. La seule chose qui est dite et qui semble avoir été appliquée selon les dires des professionnels, c'est que la procréation médicalement assistée
ne doit pas se faire entre deux personnes qui ne sont pas mariées légalement. Et ça, on le trouve dans le code pénal. Ce n'est pas dans le cadre de la loi. Bien. Actuellement, il faut saluer ce projet de loi qui, malgré ses insuffisances, va ouvrir peut-être un débat et va ouvrir la possibilité à d'autres réglementations. Je vous remercie. Merci. Merci infiniment, Nuzha Gessous, qui nous a exposé un peu, comme vous avez vu, deux articles au moins de la déclaration de l'UNESCO et l'importance de la notion de culture et la dimension culturelle dans le domaine de l'appropriation de la bioéthique. Et puis, à partir de là, les missions de l'État et les carences aujourd'hui qu'on constate au niveau de la bioéthique et de son organisation dans le débat public et aussi dans l'action des acteurs. Voilà, la parole est à vous. On a encore un petit quart d'heure ou un peu moins pour, si vous avez des questions. Ouais. Madame. Oui. Vous vous présentez et puis vous intervenez. Merci. Alors, je suis Rachida Rouqi, professeure à l'université Hassan II. Je suis intéressée bien sûr par la bioéthique. Je tiens d'abord à remercier CNDH d'avoir programmé ce débat parce que justement, comme vous l'a bien souligné Madame Gessous, l'éthique c'est une question sociale, c'est pas une affaire de spécialistes, c'est pas une affaire de médecins, et donc c'est bien que ça soit débattu dans une sorte d'agora pour qu'il y ait justement cette fameuse participation du public. Alors, ce que j'ai envie de discuter avec vous, c'est ce projet du comité d'éthique national, le comité consultatif d'éthique nationale. Monsieur Ben Mkhelouf, vous êtes membre du comité français. Comme vous le savez, comme vous l'avez souligné, ce comité il est multidisciplinaire, il est aussi pluriel. Alors pluriel, ça veut dire qu'il y a les différentes sensibilités qui se prononcent, que ce soit au niveau des spécialités, mais aussi au niveau de la conscience. Et donc vous avez les représentants des différents courants de conscience, etc. Alors est-ce que le comité national d'éthique au Maroc consultatif pourrait être l'occasion au Maroc de discuter réellement de la pluralité au Maroc? Parce qu'on a tendance à croire ici au Maroc que la pluralité c'est une sorte de division. Et on a tendance à dire soyons unis. Unis, mais je ne sais pas pour quel genre d'idée, alors qu'en fait l'union doit être dans la diversité. Et donc à ce moment-là, est-ce que ce comité pourrait jouer ce rôle pédagogique de favoriser cette diversité culturelle, diversité de conscience aussi? Ça, c'est la première des choses. Alors, aujourd'hui, nous sommes au niveau du CNDH, militant des droits de l'homme. Lorsqu'on voit les comités marocains qui existent actuellement en matière d'éthique, les comités de protection de personnes, les comités régionaux, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, ils sont dominés quand même par les médecins. Alors qu'eux-mêmes doivent être dans la multidisciplinarité et eux-mêmes doivent être dans le pluralisme. Est-ce qu'il n'y a pas vraiment un risque, moi je le vois déjà, que le comité national prochain va être aussi dominé par les médecins et par les spécialistes et que la question des droits de l'homme va être un tout petit peu mise à l'égard. Et donc là, est-ce que ce comité, par exemple, pourquoi il ne serait pas parrainé carrément par le CNDH au lieu qu'il soit parrainé par le ministère de la Santé? Voilà, c'est les deux questions que j'aurais aimé discuter. Merci. On prend une autre question chez c'est Mourit ou Anwar Maurice, professeur de philosophie en Égypte. Je vous ai entendu parler tous un peu de prendre en compte la spécificité culturelle de chaque pays. Mais moi je pense que c'est une question très délicate parce que, par exemple en Égypte, la spécificité culturelle a empêché la légifération des lois pour le don d'organes des morts. Il a trouvé beaucoup de résistance et puis ça a été quand même légiféré il y a à peu près 8 ans. Mais jusqu'à maintenant, elle n'a pas été mise en pratique parce que les réglementations exécutives ne sont pas encore faites. Donc il y a toujours des résistances. Et le problème, quand un homme riche peut toujours prendre l'avion et aller dans un autre pays où il n'y a pas ce fatwa. Et avec la mondialisation du marché de soins, il faut vraiment lutter contre ces spécificités culturelles. Parce que c'est les pauvres qui sont toujours en otage. Et c'est pour cela qu'il faut une universalisation des règles de soins à l'échelle du monde.
Merci infiniment. C'est Ali. Merci. Une réponse aux deux questions qui ont été posées. D'abord, Madame, chers collègues, sur les comités, peut-être que il est difficile, si vous voulez, avant que ce comité ne soit créé, de projeter sur lui ses craintes. Mais en même temps, vous avez raison. Peut-être que par comparaison avec ce qui se fait ailleurs, on peut éviter certaines dérives. Par exemple, en France, vous avez évoqué que le comité ne soit pas sous l'égide du ministère de la Santé, mais soit sous l'égide du CNDH. Peut-être qu'il faut arriver à l'idée d'une autonomie indépendante. En France, le comité d'éthique a le statut d'une autonomie indépendante. Il est hébergé dans les locaux du Premier ministre, mais il ne dépend d'aucun ministère. Il est autonomie indépendante à part entière. Maintenant, dans sa formation, il y a bien sûr les médecins, mais il y a surtout, les sciences humaines et sociales, surtout le droit est essentiel. C'est-à-dire que nous avons des juristes qui nous rappellent à chaque fois les formulations importantes. Tout à l'heure, Zag Sous a évoqué le projet de loi actuel qui n'est pas encore voté sur la procréation médicalement assistée. Il se trouve qu'à la demande des gynécologues du Congrès de gynécologie nationale au Maroc, j'ai participé le 1er avril dernier à une sensibilisation aux juristes marocains sur la question de la procréation médicalement assistée. Et je me suis rendu compte qu'il y avait de grands malentendus langagiers. Par exemple, Janine, il y a une confusion. Certains l'entendent comme embryon et d'autres comme fœtus. Or, nous n'avons parlé que de l'embryon. Et pendant le déjeuner, certains juristes, moi j'en étais complètement estomaqué, certains juristes ont dit, mais l'embryon, il fait combien de centimètres? Alors là, si vous voulez, c'était terrible. Alors donc, si vous voulez, cette sensibilisation au droit est très importante. Parce que, comme l'a dit Zag Sous, il n'y a pas de réglementation sur les centres de reproduction au Maroc, mais la loi, au lieu d'essayer de faire une réglementation, va faire d'abord de la pénalisation. C'est-à-dire que ce qui est prévu dans le projet de loi actuel maintenant par l'ancienne équipe parlementaire, c'est d'aller tout de suite dans ces centres et de détruire les embryons qui ont une certaine vie, qui ne sont pas demandés par les couples, etc. Or, cet élément de sanction et de police, et c'est ce qui a fait dire justement aux juristes, mais il fait combien? Ils ont l'impression que ces cuves d'azote à moins 196 degrés, où il n'y a que de la vapeur au niveau visible, pour certains, c'est comme des petits fœtus qui ont déjà des yeux, ça c'est catastrophique si vous voulez. Donc il y a un travail pédagogique extraordinairement important à faire. L'omniprésence des médecins, je ne le crois pas, parce que je crois que le moment juridique est tellement important que dans ce comité, il y aura quand même beaucoup de juristes. La question de notre collègue, je veux d'abord saluer l'excellente initiative marocaine d'inviter l'Égypte comme invité d'honneur, et notre ami Anouar Mouritz, directeur du centre de traduction au Caire, grand universitaire, est avec nous. C'est véritablement un grand plaisir. Et très juste ce que tu dis sur la spécificité culturelle. Ce qui est dit, c'est que dans la Convention UNESCO de 2005 sur la dignité des cultures, elle a été calquée sur la dignité des êtres humains telle qu'elle apparaît dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et très justement, l'objection a été prévue en disant cette dignité des cultures ne peut jamais servir à fragiliser les droits humains. Donc, par exemple, les pratiques d'excision, par exemple, justement, les atermoiements sur l'IVG. Vous avez salué, chers collègues, l'importance du débat public. Ce qui coince le plus au Maroc pour avancer sur la question de l'IVG, c'est l'absence d'enquête objective sur les détresses féminines. Et quand il y a une enquête objective sur les détresses féminines, automatiquement, la situation de raisonnement public qui en découle fait pression sur les décideurs politiques. Mais l'absence d'enquête fait qu'elle participe précisément au désarroi actuel. Et je suis d'accord, la spécificité ne peut pas donner lieu à... C'est pour ça que le flou du droit
en bioéthique est très important. Et c'est pourquoi ce flou du droit, à partir de certaines réglementations, qu'est-ce que j'appelle le flou du droit? Ne pas définir l'embryon, ne pas définir la fin de vie, ne pas définir la mort, mais sur l'absence de ces définitions, arriver dans ce que j'ai appelé l'éthique procédurale à, par consensus, résoudre cas par cas les situations, et là on arrive à les résoudre. S'il y avait une rigidité définitionnelle, on n'aurait pas permis cela. Mais je suis tout à fait d'accord, la spécificité non, mais une marge nationale d'appréciation, c'est l'expression dans le droit européen, la marge nationale d'appréciation, c'est-à-dire que ce que fait tel pays, tel autre pays peut ne pas tout à fait le faire. L'euthanasie n'est pas dépénalisée en Belgique de la même manière qu'en Suisse. Il faut laisser ce petit jeu. Merci beaucoup, Saali. Nezha? Je voudrais ajouter deux choses, si vous permettez. D'abord, tout à l'heure, vu le temps qui m'était imparti, j'ai oublié quelque chose qui concerne le devoir de l'État aussi, de la responsabilité des États et des sociétés, d'instaurer des comités d'éthique de la recherche. Et c'est en fait l'intervention de Rachida Rouqi qui me l'a rappelé. Et en fait, il faut rappeler qu'au Maroc, il y a actuellement 6 comités d'éthique de la recherche. Le premier a vu le jour à la faculté de médecine de Casablanca. Et maintenant, il y en a à Marrakech, il y en a à Fès, il y en a à Oujda, il y en a à Agadir, etc. Donc, il y a 6, Rabat bien entendu, 6 comités d'éthique de la recherche. Et je reviens à la question de la pluralité, du pluralisme dans les comités, que ce soit le comité national ou que ce soit les comités d'éthique. En ce qui concerne le comité national, s'il n'est pas pluridisciplinaire et pluraliste, ce n'est même pas la peine. C'est même pas la peine qu'il y ait un comité national. Forcément, il faut qu'il y ait des représentants des différentes sensibilités, des différents domaines de spécialité et qu'ils soient à l'écoute de ce qui se passe dans la société. Donc, je ne parlerai même pas du projet pour le moment de création du comité national, on n'en sait rien. C'est quelque chose qui est posé sur la scène depuis plus de 10 ans, peut-être même 15 ans que c'est posé. Ah oui, facilement 15 ans. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore d'informations quand est-ce que ce comité national va voir le jour. Alors, en ce qui concerne ce tabou, moi je dis que les questions de bioéthique font partie des tabous qui existent encore dans la société. Et je vais dire quelque chose à mes amis du Conseil national des droits humains, droits de l'homme, oui, à mes amis du Conseil national, ouvrir le champ de la bioéthique est un projet dont j'ai discuté avec les différents présidents du comité depuis des années. Et c'est la première manifestation, il faut la souligner, c'est le débat d'aujourd'hui dans le cadre justement du Salon du Livre qui nous donne l'espoir qu'effectivement le champ de la bioéthique va commencer à être pris en main aussi, à être réfléchi, discuté dans le cadre du Conseil national des droits de l'homme. Alors le Conseil national de bioéthique, une des questions qui le bloque au Maroc, c'est la tutelle. Il est réclamé par le ministère de la Santé, il est réclamé par le ministère des Affaires islamiques, il est réclamé par la direction, par le secrétariat général du gouvernement, il est réclamé par beaucoup d'instances et donc c'est peut-être une des raisons. Donc au fond c'est un problème social et un problème politique qui reste posé. Dernière chose, en réponse à notre ami égyptien, oui, bien sûr, tenir compte de la culture. D'abord, c'est inévitable pour que quelque chose puisse être audible, comprise et éventuellement pour que la population puisse y adhérer. Il faut aussi qu'elle tienne compte des croyances et de la culture du public. Mais c'est pour ça que j'ai commencé par dire que dans la déclaration, il y a 2 articles garde-fous. Le premier, celui qui dit qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les différents principes, et le deuxième qui dit qu'en aucun cas la diversité culturelle ne peut être évoquée pour aller à l'encontre des droits humains, des principes fondamentaux des droits humains. L'exemple de l'Égypte est particulièrement, et puis d'autres pays, est particulièrement frappant pour la question de l'excision, où effectivement ce qui est soulevé, c'est la question de les gens. Ils font ça, et on vous ajoute même, ce sont les femmes, ce sont les mères qui emmènent leurs filles pour être excisées, ce sont les mères qui obligent leurs filles. Mais c'est pas parce que c'est une pratique
que c'est une pratique qui est juste, qui respecte la dignité humaine. Il faut même dire, on va jeter un pavé dans la mare, qu'il y a même des penseurs qui viennent de pays musulmans et puis aussi de sociétés, excusez-moi, des penseurs et des chercheurs qui sont de culture musulmane ou de culture juive, qui se posent la question de la circoncision elle-même. Est-ce que la circoncision est éthique ? D'accord ? Donc là, c'est vraiment le pavé dans la mare. C'est pour vous dire qu'effectivement, et dernier point, vous avez raison, la culture, bien sûr, elle peut être un frein, mais pas uniquement dans ce sens. La culture peut être un frein pour creuser encore plus les inégalités, comme vous l'avez dit. Pendant des années, on pensait qu'on ne pouvait pas faire le diagnostic génétique préimplantatoire au Maroc. Maintenant, ça se fait. Les gens qui avaient les moyens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils partaient à l'étranger, ils le faisaient. L'avortement, s'il n'est pas légal ici, les personnes qui ont les moyens partent à l'étranger. Donc ça creuse encore plus les inégalités. Encore une dernière question. Le jeune au fond là-bas. Merci. Bonjour. Premièrement, je vous remercie pour ce débat, un débat très exhaustif. Premièrement, je me présente. Je suis Othman, docteur en médecine. Je prépare ma thèse dans un domaine très très contigu et ambigu et équivoque qui est en rapport avec le domaine de la bioéthique. C'est l'infertilité masculine sécrétoire. Et Inch'Allah, je suis en dernière phase pour la préparation de la thèse. Et il n'est pas excessif de dire que le domaine de la bioéthique est un domaine qui fait appel à toutes les ressources de l'esprit humain. Et je pense que la problématique majeure qui se retrouve par rapport à ce domaine est justement l'application sans discernement de règles communes à toutes les personnes et l'édification d'une règle unique propre à un patient particulier. Donc le problème fondamental, c'est justement qu'il faut essayer de prendre au cas par cas. Je ne vous cache pas le manque justement de ressources. C'est-à-dire au moment de la rédaction, quand j'étais en train d'écrire et de penser à ce domaine, parce que vous savez, vous êtes du domaine, l'infertilité masculine sécrétoire, c'est un domaine qui est en convergence avec la PMA, la procréation médicalement assistée, et là des domaines se posent. 2018, l'humanité commence à prendre un nouveau détour avec l'émergence du transhumanisme, avec des nouvelles philosophies qui commencent à prendre part. Parler de la bioéthique dans notre contexte, je pense que c'est un projet qui est très ambitieux aujourd'hui. Parce que il faut essayer premièrement justement l'élément humain n'a pas encore pris conscience du fondamentalisme même de ce que c'est l'homme, la définition de l'homme. Dans un domaine de foule, dans un domaine de collectivité, l'individu lui-même n'a pas pris part conscience de ses droits. Et je pense parler de la bioéthique à ce niveau-là, avec un manque accru de philosophes de niveau comme M. Ibn Khalouf, je pense que c'est très très difficile et très très ambitieux. Et je pense que premièrement, commençons par poser les bases de droits de l'individu, et par la suite, on peut justement parler de domaines qui sont très très ambitieux. Et là, juste pour évoquer un nouveau point, un livre très intéressant que je vous invite à lire, c'est Lucien Sèvres, pour une critique de la raison bioéthique. D'ailleurs, j'étais en train de le lire dans le train, je suis tombé dans le... Il y a un point très intéressant que je veux partager avec vous. Très intéressant. Ah non. Parce que... C'est un salon du livre, mais... Oui, bien sûr. On n'a pas le temps. Soyez si vous voulez. Hein. D'accord. C'est une réponse, page 196, pour une critique de la raison bioéthique. C'est ce qu'on a montré au chapitre précédent à propos des difficiles problèmes de limite. Jusqu'à quel jour de son développement est-il admissible d'expérimenter sur l'embryon? Jusqu'à quel niveau constitutif du corps humain y a-t-il sens d'inscrire une dignité? À ces interrogations, le CCNE, de façon implicitement très dialectique, me semble avoir apporté la bonne réponse. Non pas en fixant une date ou en traçant une frontière générale, vouée aux exceptions, mais en invitant à l'évaluation singulière de chaque projet en regard des mêmes valeurs, autrement dit en renonçant à la fausse fermeté des règles droites pour s'attacher à déterminer en chaque conjoncture, comme j'ai cru pouvoir l'écrire en son nom, la ligne sinueuse d'un net partage des eaux. Merci. Et je pense que c'est une très bonne conclusion pour ce débat. Merci. Qui est très très... Carrément. Est-ce que une dernière...
Mais vraiment très concis pour répondre juste à madame par rapport au comité national de bioéthique. Juste pour vous dire que par rapport à la pluralité, la notion de pluralité, c'est vraiment fondamental évidemment d'avoir la pluralité de disciplines au sein de ce comité. Et par ailleurs, pour aider le plaidoyer et pour aider la réflexion, je vous réfère à 3 guides édités par l'UNESCO qui s'appellent « Établir les comités de bioéthique », « Éduquer les comités de bioéthique » et vous allez voir que dedans, eh bien, le principe de pluralité est vraiment central. Voilà. Merci à vous tous d'être parmi nous pour ce débat. Je crois que c'est un chantier qui s'ouvre au Maroc et c'est une réflexion que certainement CNDH va revenir à ce dossier pour l'approfondir, notamment à partir de cette perspective droit de l'homme. Merci à vous tous. À bientôt.